Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Jamais personne au pouvoir en Angleterre n'a été aussi aimé et détesté à la fois. Tranchante, brutale, parfois raciste, sa politique ultra-libérale a laissé une trace profonde dans la société britannique contemporaine. Elle a inspiré les artistes, les chanteurs, les cinéastes qui ne se sont pas gênés pour lui dire ces 4 vérités. Qu'est-ce qui fascine autant chez la Dame de Fer, chez Margaret Thatcher? Réponse dans le supplément magazine d'Europe 1 matin avec nos invités Jean-Louis Thiriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous avez écrit notamment la biographie de Margaret Thatcher. C'était aux éditions de Fallois en 2007. Là, j'ai la version poche. En livre chez Perrin, en collection Tempus. Absolument. Esther Lenneman, bonjour. Bonjour Bruce. Grand reporter à Europe 1, bien sûr, et ancienne correspondante à Londres. La Dame de Fer refait un carton, c'est tout de suite sur Europe 1. Où est la vérité quand on ne dit pas la même chose selon l'interlocuteur auquel on s'adresse? Où est la vérité quand on dit tout et son contraire? Où est la vérité lorsqu'on est d'un côté de la Manche ou de l'autre, quand on fait semblant d'être Thatcher à Londres et Mitterrand à Paris? Quand on fait semblant d'être Thatcher à Londres et Mitterrand à Paris, c'était hier, c'est pas vieux. On n'a même pas besoin de revenir au film, bien sûr, mais pour se replonger dans l'actualité, hier, simplement, Nicolas Sarkozy à Marseille, son grand discours. Et une des références citées par le président de la République était donc Margaret Thatcher. C'est fou comme ça dépasse les frontières britanniques, hein, l'influence et le règne de Thatcher. Jean-Louis Thiriot, est-ce qu'aujourd'hui encore, l'héritage Thatcher est très présent? En Grande-Bretagne, très certainement. En France, je crois que c'est toujours une image soit favorable, soit le repoussoir, et c'est encore un personnage très, très polémique. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits là-dessus. Elle est perçue par une grande majorité de la population comme le plus grand Premier ministre du XXe siècle, aux côtés de Winston Churchill, à peu près au même niveau. D'autant plus que quand le temps s'écoule, on garde moins le souvenir de ce qui fut pénible, et on voit plutôt ce qu'ont été les réussites. Elle est restée combien de temps au pouvoir? 11 ans. 11 ans. On reviendra sur sa chute tout à l'heure parce que ça a été assez spectaculaire. Esther Lenneman, ce que disait à l'instant Jean-Louis Thiriot, c'était palpable lorsque vous étiez correspondante à Londres, cette fascination pour cette femme. Elle a transformé la Grande-Bretagne. Ouais. Parce qu'il y a ces 11 ans au pouvoir, il y a aussi les 5 ans qu'elle a passé à la tête du Parti conservateur avant de prendre le pouvoir, où elle a profondément modifié toute la politique britannique en transformant le Parti conservateur, en tirant le Parti conservateur vers la droite. Vous savez, il y a un signe qui ne trompe pas, il y a très peu d'hommes politiques qui ont créé un isme. On parle de thatcherisme, on parle de gaullisme, on ne parle pas vraiment de mitterrandisme, même si certains en parlent. Mais en Grande-Bretagne, vous avez effectivement le thatcherisme, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une Thatcher mania? Est-ce que vous l'expliquez, Jean-Louis Thiriot? Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi en 2012 on fait autant référence à elle? Il y a le film, d'accord, mais enfin il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Je crois que le film en tout cas en France, le film est essentiel. En Grande-Bretagne, lorsque vous écoutez les discours de John Major, de David Cameron, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que finalement c'est le retour à un certain nombre de fondamentaux du thatcherisme, même si c'est habillé avec un peu plus de souplesse, mais c'est le retour à ces fondamentaux et c'est le désir de se rappeler ce temps où on faisait du sang, de la sueur et des larmes, qui est finalement ce qu'a imposé Margaret Thatcher. Et je crois que face à la crise d'aujourd'hui, elle est aussi une référence dans laquelle les Anglais peuvent se rappeler un relèvement qui a été fait au prix de beaucoup d'efforts, mais qui a été fait. La Dame de Fer, ça vient d'où, ce surnom? Ça vient des Soviétiques, très exactement de l'Étoile Rouge, qui était le journal de l'Armée Rouge, qui après un discours très violemment anticommuniste en 1976, a défini Margaret Thatcher comme la Dame de Fer et qui explique dans ses mémoires qu'elle l'a vécu comme un magnifique compliment et que désormais elle souhaitait garder ce vocable. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque sa statue a été installée dans la Chambre des communes, statue en bronze, alors qu'elle était déjà assez malade et peut-être que la réponse lui a été soufflée, mais elle a dit c'est une statue en bronze, c'est bien, ça ne rouille pas, mais je l'aurais préféré en fer. Mais c'est vrai, politiquement, c'était très utile pour elle parce qu'on est donc en 76, elle vient de prendre la tête du Parti conservateur, donc cette fille d'épicier, première femme à être Premier ministre dans un parti qui représente la bourgeoisie traditionnelle, qui a toujours été dirigé par des représentants de la haute bourgeoisie, plutôt dans la soixantaine. Donc elle est en rupture, elle est fragile, elle est vulnérable, elle essaye de prendre le contrôle du parti. Donc paradoxalement, je suis d'accord, c'est effectivement les soviétiques qui lui ont donné
donné ce surnom, ils l'ont servi puisqu'ils lui ont permis de casser cette image de petite Violette, de jeune femme. Enfin, elle était plus très jeune, elle avait une quarantaine d'années à l'époque, mais presque 50 ans. Mais si vous voulez, face à cette image qui pouvait la fragiliser de femme vulnérable, ce surnom de Dame de Fer lui a permis de consolider son pouvoir sur le parti. Et de ne jamais céder sur des conflits sociaux, par exemple, ça a été terrible. Hein. Elle était très dure. Ouais. Elle était très dure, c'est incontestable. Il y a eu, par exemple, cet épisode terrible où un certain nombre de prisonniers politiques, de prisonniers de l'IRA, notamment Bobby Sands, effectivement, ce fameux épisode de la grève de la faim, où Bobby Sands a fait une grève de la faim pendant 66 jours. Il en est mort. Il y a eu en tout... Elle n'a jamais cédé. Elle n'a jamais cédé. Je crois qu'il faut replacer ça dans un des fondements de sa politique. Il dit « Je ne suis pas fait pour faire une politique de consensus, je suis fait pour faire une politique de conviction ». Et c'est quelqu'un qui, ayant cette volonté-là, effectivement, ça a été valable pour ce que vous évoquiez avec la grève de la faim de Bobby Sands, philosophie de la liberté, il a choisi la grève de la faim, il ira jusqu'au bout, et il y restera où, effectivement, au moment de l'affrontement contre les syndicats de mineurs, elle décide de ne pas céder. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout était planifié depuis le départ. Et moi, c'est une chose qui me frappe dans l'absence, dans la manière dont cela s'est passé avec les syndicats, à partir du moment où elle allait à l'affrontement, notamment en termes de stock de charbon, par exemple, en termes d'appareils policiers, elle avait planifié l'affrontement pour pouvoir tenir dans la durée. Elle a tenu 1 an. La Thatcher Mania, on y revient dans un instant sur Europe 1 avec nos invités. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Femme du monde ou bien putain qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Renaud 1985. Alors, évidemment, les paroles ne laissent aucune place au doute. Ils connaissent les Anglais, cette chanson ? Non. Esther Mais Lehmann. c'est là où vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y a pas Et de Jean-Louis Thatcher Thierry, qui est Mania en historien. France, Ouais. quand on entend ça, ça a vraiment laissé des traces. Non, mais attendez. Parce que Il y a quand même un ambassadeur en France qui peut avoir transmis mais le message, non ? ça avait, à Certainement. l'époque, ça avait Bien sûr, mais- fait preuve d'une note verbale, voilà, qui s'était c'était en limitée à tête ça. du top 50, c'était un succès, c'était un tube. Là, voilà, on vient d'entendre avec cette chanson, au fond, tout ce qu'elle a cristallisé aussi, toute cette haine. Vous sûr. parliez tout à l'heure de sa dureté, de sa fermeté, enfin, c'était parfois beaucoup plus que ça, encore une fois. Pourquoi et en quoi elle a rendu fou les gens ? Jean-Louis Thiriot. Parce que, alors que, en tout cas en Grande-Bretagne, il y avait une tradition de négociation sociaux, d'essayer d'éviter l'affrontement, et ça depuis les années 50. Pour la première fois, elle a été Madame Niet, c'était non, elle avait arrêté une politique. Vous avez en 81, par exemple, 340 économistes qui lui demandent de changer de politique, elle dit non, the lady, la dame ne fait pas demi-tour, et donc elle cristallise ça. Elle laisse mourir, ce qu'on disait tout à l'heure, Bobby Sands, Ouais. on lui pique des îlots qui sont les Malouines, dont honnêtement personne ne connaissait l'existence, les Argentins le font, et elle organise une campagne militaire quasi coloniale pour aller récupérer ces îlots qu'on a pris à la couronne. Et donc effectivement, ça rend les gens fous, parce que personne ne s'y attend quelque part. C'est la politique de la canonnière telle qu'elle a été pratiquée au début du XXe siècle qui s'applique à la fin. Est-ce Et qu'elle c'est une Ouais, femme. Esther. Et c'est une femme. Souvenez-vous, quand elle était ministre, son premier poste, elle était ministre de l'Éducation de Edward Heath, donc un gouvernement conservateur beaucoup plus modéré. Et elle est chargée malgré tout pour faire des économies. On lui demande de supprimer la distribution de lait aux enfants de l'école primaire. Ce qui avait déjà été fait dans les lycées sans que ça provoque la moindre réaction. Thatcher supprime la distribution de lait gratuite, un verre de lait tous les jours aux enfants en primaire. Elle est aussitôt surnommée Thatcher the Milk Snatcher, Thatcher la voleuse de lait. C'est une femme, une mère qui supprime le lait aux enfants, c'est autre chose qu'un homme politique en costume 3 pièces qui décide pour des raisons économiques qu'il faut réduire le budget. Qu'est-ce qu'elle avait de moderne ? C'était une femme au pouvoir. Donc ça, c'était la modernité ?
En tout cas, c'était nouveau. En tout cas, c'était la modernité d'être une femme au pouvoir, sans doute, sachant qu'elle était l'antiféministe par excellence. Totalement. C'est-à-dire qu'elle expliquait toujours que ce n'était pas parce qu'elle était une femme qu'elle entendait arriver aux affaires, mais que c'était parce qu'elle était la meilleure. Donc c'est le paradoxe de Margaret Thatcher. Elle est la première femme à être Premier ministre en Europe. En France, il n'y en a eu qu'une. Edith Cresson, elle est restée 1 an à peine. Oui, et pas de la elle n'est même pas façon forcément que- restée dans l'histoire. Pas de la même façon que Thatcher. Et c'est vrai qu'elle n'était pas féministe, mais en même temps, elle a cassé le plafond. Elle-même disait, de ma vie, avant d'être Premier ministre, elle disait « Jamais je ne verrai une femme Premier ministre dans ce pays, dans ce gouvernement ». Et elle a réussi à casser cette impossibilité, ce plafond de verre, même si effectivement, elle l'a fait en étant anti-féministe. Elle détestait ce discours. Les quotas, c'était une idée qui l'horrifiait. Je crois qu'elle a cassé 2 plafonds. Elle a cassé ce plafond pour les femmes. Elle a aussi engendré dans le Royaume-Uni une vraie révolution sociale. C'est que ce qu'on disait tout à l'heure sur le Parti conservateur, qui était traditionnellement le bastion de la upper class, de la bonne société britannique, a été écarté. Et la libéralisation de la City, par exemple, fait que vous avez une nouvelle bourgeoisie qui est arrivée aux affaires en Grande-Bretagne et qui a créé une mobilité sociale qui n'existait certainement pas avant elle. Et ça, c'est une vraie révolution dans les classes sociales qui sont aux affaires. Alors, Margaret Thatcher, intime. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de cette femme, de sa vie privée, Écoutez, je n'étais pas là pour tenir la chandelle. Cela dit, ce que l'on sait, c'est que le couple qu'elle formait avec son mari a été un couple relativement harmonieux dans son genre. Elle avait choisi d'épouser cet homme plus âgé qu'elle, qui avait une stature sociale qui la sécurisait. Donc un couple où le mari est resté dans l'ombre et a soutenu sa femme dans son ascension et dans sa vie politique, et qui, en revanche, en ce qui concerne l'éducation des enfants, a été une semi-réussite, puisque ces enfants ont eu des itinéraires qui n'étaient pas ceux que pouvaient espérer d'eux. Enfin, très paradoxal quand même, parce que tous les matins, elle trouvait le temps de préparer le petit déjeuner de Denis avant de s'occuper des affaires du monde. La chute de Margaret Thatcher, alors c'est un épisode incroyable de l'histoire politique britannique. C'est un putsch. C'est un putsch. C'est un putsch parce que elle allait trop loin. En 1990, elle allait trop loin. Elle voulait imposer un impôt absurde, un impôt local qui serait le même pour tous, que vous habitiez un studio de 19 mètres carrés ou un manoir, vous auriez payé le même impôt. Les gens se sont révoltés, il y a eu des manifs très durs dans les rues, et les députés conservateurs se sont dit, si cette folle reste au pouvoir, on va perdre nos sièges, on va perdre notre place de député, et donc elle a été poignardée par son camp, par son camp, par ses partisans. Et elle n'a pas perdu dans les urnes, c'est ça ce qui est intéressant. Perdu. Elle a été contrainte à la démission. Il lui arrivait la même chose que ce qu'elle a fait d'ailleurs à son prédécesseur Ted Hayes, où c'est elle aussi qui avait contribué à le faire tomber. Elle est aussi tombée par un putsch intérieur. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que Meryl Streep mérite l'Oscar selon vous ? Est-ce que vous l'avez trouvée convaincante dans le rôle de la Dame de Fer ? Le jeu d'acteur est extraordinaire. Vous la voyez à la Chambre des communes, vous avez l'impression d'y être. Esther ? Si vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'entendre Thatcher. Si vous les ouvrez, Thatcher, je la trouve un tout petit peu figée, Meryl Streep, dans le rôle. Thatcher était quand même plus riche, plus multidimensionnel que Meryl Streep. C'est un film à voir, en tout cas. C'est un film européen, je le rappelle, et qui bénéficiera peut-être donc de plusieurs récompenses le week-end prochain, et notamment d'un Oscar pour Meryl Streep. Merci encore à tous les deux.